Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marielle Frick, qui est coach et experte en savoir-être. Bonjour Marielle. Bonjour Julie. Bienvenue sur le plateau. Merci, ravie d'être là. Eh ben, on est ravis de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler du savoir-être. Alors, le savoir-être, qu'est-ce que c'est déjà? C'est peut-être la première question que j'ai envie de te poser. C'est quoi le savoir-être et surtout, c'est quoi être expert et coach en savoir-être? Alors, le savoir-être va venir interroger tout ce qui concerne le comportement, la manière de réagir dès qu'on est dans une interaction. Et en fait, une interaction, elle est quotidienne, elle est à tout instant de la vie professionnelle. Expert et coach en savoir-être, consultante en savoir-être, c'est vraiment être en capacité de prendre du recul sur les situations et de voir dans les interactions, dans la relation interpersonnelle, qu'est-ce qui se joue, de sorte à ce qu'on optimise le faire ensemble. C'est qui tes clients du coup? Alors il y a plusieurs profils, il y a les entreprises bien sûr qui me demandent d'intervenir sur du coaching d'équipe, il y a également beaucoup les écoles d'enseignement supérieur aujourd'hui qui ont pris conscience que leurs étudiants avaient besoin d'être formés sur cette dimension-là, et puis ce sont des particuliers qui se rendent compte qu'à un moment donné dans une interaction, ils sont un peu démunis sur la manière d'être dans une qualité relationnelle et une qualité émotionnelle. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot savoir-être en termes de compétences? Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes, les principales qui sont aujourd'hui indispensables en entreprise? Alors, derrière ce mot savoir-être, il y a déjà une absence de consensus sur l'idée que les compétences relationnelles et sociales, qu'on appelle aussi les compétences transversales ou les compétences personnelles, viennent un peu faire écho à cette dimension du savoir-être. Concrètement, pour moi, c'est être en capacité d'être dans une communication qualitative, mais ça va être également développer l'autonomie, développer l'adaptabilité dans différentes situations, favoriser la compréhension avec une prise de hauteur de ce qui se joue pour être dans une dynamique collaborative, coopérative, et non pas dans une démarche purement de savoir-faire et de réalisation opérationnelle. Toutes les compétences finalement recherchées par les entreprises aujourd'hui pour permettre à leurs collaborateurs, être sûr que leurs collaborateurs puissent travailler en équipe, avancer en mode projet. Donc finalement, ce sont des compétences dont on parlait peu il y a 10 ans, mais qui sont aujourd'hui devenues indispensables pour s'adapter aux nouveaux modes de travail des entreprises. Oui, parce qu'en fait, énormément de situations qui deviennent insatisfaisantes et qui peuvent être source de perte de motivation sont dues très souvent à un déficit de communication. Donc, une des premières compétences à développer, c'est la communication orale et écrite, parce qu'on l'on appelle la communication positive. On va pas aller vers la communication non violente, mais c'est cette communication qualitative qui va favoriser la création de liens, qui va être beaucoup plus dans la positivité que la négativité. Et c'est vrai que sur le terrain de l'entreprise, on observe aujourd'hui que cette communication, elle est loin d'être maîtrisée. Le fait d'avoir énormément utilisé le digital, en fait, ça nous a mis à distance. Et dans la communication, il y a cet aspect communication non verbale, paraverbale et communication verbale. Et l'impact du verbal de la communication à distance a pris beaucoup plus d'importance que le non-verbal parce qu'on n'était pas en face à face. Et donc, tout ce qui se passait dans la gestuelle était beaucoup moins présente. Du coup, on s'est beaucoup plus appuyé sur le langage et sur les mots. Et il y a, en dehors de la compétence langagière, une compétence communicationnelle qui fait qu'on est en capacité de créer une relation qualitative suffisamment explicite et qui soit facilitatrice d'une coopération. Donc oui, on en a vraiment besoin d'entreprises de cette manière-là. Oui, aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Non, plus du tout. Et il y a énormément de managers aussi qui font intervenir des profils comme le mien parce que dans l'entreprise, se faire ensemble, il n'est pas naturel. Mais à la décharge des salariés et des acteurs de l'entreprise, il y a peu d'endroits dans le parcours scolaire qui, jusqu'à maintenant, nous ont donné des outils pour pouvoir améliorer cette dynamique-là, qui va nous mener à l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence des situations. Comment, dans toutes les situations, on est en capacité, traversé par tout ce que on est amené à vivre dans l'entreprise, non seulement à être efficace sur ce qu'on attend de nous en termes de
compétences professionnelles, mais également dans nos dimensions humaines, comment on peut améliorer notre posture, notre manière de réagir, notre manière de nous comporter en fonction des situations. Alors aujourd'hui, on le sait, les écoles maintenant intègrent ça de plus en plus à leur pédagogie, à leurs cours, donnent des outils aux étudiants. On sait également que dans les entreprises, lorsqu'on recherche un collaborateur, les RH font très très attention à justement identifier ces soft skills. C'est un peu le beau grossier, mais on parle de ça, toutes ces compétences finalement qui vont permettre aux collaborateurs de s'adapter, d'embarquer, de manager, de donner envie, etc. Mais alors, nous par exemple, on est sur le secteur du freelancing et on le sait, un indépendant, il va arriver sur une mission plus ou moins courte en entreprise et souvent à la demande d'un opérationnel ou d'un acheteur. Et du coup, ce sont des personnes qui, eux, ne sont pas outillées comme un RH pour faire attention à ces soft skills, n'en tiennent absolument pas compte dans la sélection, on est plus sur un choix de prestations, de prix, etc. Et pourtant, c'est hyper important puisque l'indépendant, il va devoir s'adapter encore plus qu'un collaborateur qui est déjà dans l'univers de l'entreprise. Et c'est une question qu'on a travaillé ensemble et sur laquelle tu t'es penché pendant de longs mois. J'aimerais bien que tu nous en parles aujourd'hui puisque on t'a demandé il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Ouais, absolument. D'essayer de synthétiser ton savoir finalement autour du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle, etc. Pour réfléchir à comment est-ce que sur notre plateforme freelance.com, on pouvait faire ressortir les compétences justement en termes de savoir-être des indépendants et les faire matcher avec les clients. Et t'as relevé le défi. Qui devait te paraître assez surprenant à l'époque. Et tu as réussi à synthétiser finalement une méthodologie, à faire ressortir les soft skills les plus importants. Raconte-nous un petit peu ton travail. En fait, pour le freelance, ce qui va être véritablement important, c'est son aisance relationnelle. Parce qu'il doit s'adapter à une multitude de situations professionnelles et à une multitude de profils d'acteurs. Donc évidemment, il va avoir des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la relation et qui vont favoriser cette aisance relationnelle. Mais à la base, c'est pas garanti. Donc en fait, le freelance, en dehors de ses compétences professionnelles, cette aisance, il doit l'interroger pour savoir comment il va être en capacité de prospecter, de négocier, d'obtenir des signatures et des devis. Et après, comment il va, avec les équipes dans les entreprises, avoir une communication la plus fluide, la plus constructive possible. Ça va faire appel à donc cette intelligence relationnelle, mais également à son intelligence émotionnelle. Comment il va être en capacité de gérer ses appréhensions, éventuellement ses sorties de zone de confort, pour pouvoir faire face à tous ces challenges. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait beaucoup travaillé à l'AFNEUR sur la mise en place d'un certain nombre de normes ISO, Alain Labruff, et qui, au travers de toutes ces expériences en entreprise, avec des centaines de situations professionnelles, des milliers de salariés accompagnés, avaient pu mettre en évidence des critères de savoir-être. Donc mon travail pour arriver à remplir le challenge que tu m'as un peu lancé, de dire on travaille sur un questionnaire qui puisse nous permettre d'évaluer du côté du freelance et pourquoi pas aussi du donneur d'ordre, à quel niveau il se trouve sur ces grandes questions. Intelligence relationnelle, donc ça va être dans ma communication, dans mon écoute, dans ma compréhension des situations. Est-ce que je suis objectif ou est-ce que j'ai des biais? Et on sait très bien qu'on peut être emporté par nos biais et faire des interprétations, des suppositions qui vont altérer la qualité relationnelle, mais également sur cette partie intelligence émotionnelle, comment je gère mon stress, comment je cherche éventuellement un agacement, comment je vais gérer une négociation qui se passe mal et qui m'attriste, ou ma perte de motivation. Et donc, il y a énormément de penseurs quand même, depuis les années 70, qui sont plutôt anglo-saxons et qui ont écrit là-dessus. Donc moi, en dehors de ce travail d'Alain Labruff, il y a énormément de sources qui viennent des États-Unis, du Québec, et qui mettent en évidence des outils pour interroger le quotient émotionnel en comparaison avec le quotient intellectuel, pour donner des outils à l'amélioration de la communication positive sans aller dans la communication non violente.
Et on se rend compte, parce que dans notre culture, on est beaucoup plus sur, j'ai tendance à m'appuyer sur la négativité que la positivité. Dire à quelqu'un, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas, ou dire, je manque de temps, j'ai besoin de ressources supplémentaires, je souhaiterais que quelqu'un m'aide, ça va modifier aussi l'interaction. Mais derrière tout ça, on s'appuie sur l'individu, sur sa manière de gérer les situations, donc sa capacité d'identifier ce dont il a besoin, sa connaissance de lui-même, et on vient mobiliser les 3 grands champs: estime de soi, quel est mon sentiment de valeur, confiance en soi, quelles sont mes capacités professionnelles, et affirmation de soi. Et en fait, derrière toute cette question du savoir-être, on a ce socle de l'affirmation de soi qui va transparaître dans une qualité relationnelle liée à la communication, à la posture, et dans une qualité émotionnelle liée à la gestion de ses émotions. Alors souvent, on pense que les compétences, finalement, en termes de savoir-être, c'est quelque chose d'inné, c'est pas une compétence comme une compétence métier, ça s'apprend pas, ça se développe pas, ça fait partie de la personnalité. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ça travaille, c'est comment? Justement, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à nuancer. Ça ne vient pas percuter la personnalité. Ce sont vraiment des compétences, des savoir-faire relationnels qui vont nous permettre d'être la personne que nous sommes, sans demander de changer notre caractère, mais en revanche, de modifier notre posture dès qu'on est en interaction avec autrui. Et ces interactions, comme elles sont très nombreuses, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle, il y a tout un enjeu à être capable de prendre peut-être un peu de recul pour formuler autrement une idée ou une demande. J'ai fait tout un travail de recherche justement comment formuler une demande. La formulation d'une demande, elle peut s'énoncer de différentes manières. Et on va se rendre compte que, en fonction de l'énonciation, on va obtenir des résultats d'engagement extrêmement différents. Donc c'est très intéressant aussi d'être formé à cette prise de conscience de la communication, parce que ça a un vrai impact. Et le retour des salariés en entreprise, le retour des étudiants, très souvent, à 25-30 ans, c'est de dire « mais pourquoi on ne nous l'a pas appris plus tôt ?» Parce que ça change beaucoup de choses. Donc vraiment ce savoir-être, bien au-delà de se dire on ne peut pas apprendre à être parce que nous sommes, et ça c'est un peu le discours scientifique des universitaires qu'on peut entendre, ontologiquement nous sommes, donc on ne peut pas développer ce savoir. Je pense qu'il faut sortir de ça et se dire on est vraiment sur des compétences relationnelles, socio-psychologiques, mais on ne vient pas toucher à l'être dans sa personnalité. On vient donner des éléments qui vont favoriser la relation et le faire ensemble. C'est surtout ça qui est intéressant. Excellent, merci Marielle. Merci Julie. Du coup, pour tous les indépendants qui sont déjà inscrits sur notre plateforme, plateformefreelance.com, ou nos clients qui auraient un compte sur la plateforme également, sachez que vous pouvez passer le test de Marielle Frick pour vous donner une indication sur votre degré de maturité en termes d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle et de gestion du stress, avec un petit explicatif de votre niveau et de ce à quoi ça correspond. Voilà. Donc, merci Marielle. Encore une fois, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ou directement sur notre site web. À bientôt!